On va continuer à échanger, comme je disais, à se poser des questions. Je vais inviter en fait trois autres acteurs locaux qui travaillent et qui, dans cette optique aussi, de transformer leur modèle et qui au quotidien essayent de créer ces nouveaux modèles, de répondre à ces enjeux qu'on a vus avec Frédéric au travers de l'expérience de Patagonia. Notre objectif, c'était aussi de faire voir que, voilà, de démontrer que oui, l'exemple de Patagonia, eh bien, c'est une entreprise internationale avec des moyens qui a plusieurs années, mais en fait, les enjeux sont peut-être les mêmes et on peut peut-être s'inspirer les uns les autres, comme le disait Frédéric tout à l'heure. Donc, je vais demander à mes trois intervenants de me rejoindre. Donc, Frédéric, j'espère que vous les verrez. Ils seront juste à côté de nous et en dessous l'écran. Donc, j'ai demandé à Blandine Barré des Réparables, à Hélène Carambloc de Tipco et à Charles Barrault de venir ou de revenir. Je vais présenter en fait avec eux leur activité et puis après, le petit jeu auquel ils se sont prêtés, tous les quatre, c'est que je leur ai posé des questions comme vous êtes posé des questions cet après-midi sur les 9 fondements. Donc, on va voir comment ils y répondent au quotidien eux aussi dans leurs entreprises et versus Patagonia ou l'avis de Frédéric aussi sur ce qu'il va pouvoir entendre. Blandine, tu es la fondatrice des Réparables, localisée aux Essarts en Vendée. Et les Réparables, si je ne me trompe, tu me le dis, c'est un atelier, tu me reprendras après, c'est un atelier de réparation textile et une plateforme qui a pour but de prolonger la durée de vie des vêtements pour les professionnels, les particuliers et les marques de vêtements. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, rapidement, là, en introduction, ton activité, mais surtout pourquoi la création de ton entreprise et le sens que tu lui donnes? Bonsoir à tous. Donc, tu as très bien résumé. Donc, effectivement, les réparables, c'est un atelier de réparation qui est basé en Vendée et qui est alimenté par une plateforme digitale qui permet aux utilisateurs de commander leurs réparations sur le national. Et le pourquoi, je voudrais en fait juste rebondir sur Patagonia. En fait, si j'en suis arrivée à développer cette entreprise, c'est parce que j'ai participé en 2016 et en 2018 aux tournées Warnwear de Patagonia que vous avez pu voir tout à l'heure. Et en fait, quand je suis revenue, je pouvais plus vraiment exercer mon métier comme avant. Et donc, j'ai essayé de repenser le modèle de manière à être le moins impactant sur l'environnement et surtout valoriser les savoir-faire. Super, merci beaucoup. Donc, la seconde intervenante de cette table ronde, je vous le disais tout à l'heure, c'est Hélène Carambloc, qui est directrice de la transformation de l'économie durable chez Tipco. Tu nous en diras plus juste après. Donc, Tipco, c'est une entreprise dont le siège est localisé en Loire-Atlantique et qui rayonne sur toute la France avec plus de 1500 salariés, si je me trompe, c'est ça? Près de 2000. Près de 2000, tu vois. J'ai regardé sur Collaborateurs. collaborateurs. Les tips, c'est ça? Votre leitmotiv, c'est bien vivre le numérique et ceci pour aller vers un monde numérique plus durable ou durable. Et vous intervenez sur la transformation digitale, les projets techniques informatiques, assurer la maintenance informatique chez vos clients. J'ai bien décrit ce que faisait Tipco en quelques C'est une bonne synthèse. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéressait, Hélène, et je pensais que c'était très intéressant que tu le présentes, c'était en quoi consiste le métier de directrice de la transformation de l'économie durable. Chez Tipco notamment, mais ce métier-là, ce nouveau métier. Ouais, alors je le découvre encore, mais donc j'étais précédemment directrice RSE et communication, donc certains avec qui j'avais échangé sur ce métier-là. Donc j'ai eu la chance en fait pendant quelques années de pouvoir mener cette politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, donc de transformer en interne Tipco, en tout cas d'animer la transformation interne de Tipco pour prendre en compte les différents enjeux que sont les enjeux de la responsabilité sociétale. Et il y a un peu plus de 2 ans, je me suis dit, il me manque quelque chose, il me manque le lien au client, en fait. Voilà. Parce que plus ça va, plus je me concentrais sur l'interne et je perdais un peu le fil de l'externe. Et on avait avec Frédéric Rouleau, donc le DG Group, on partageait ce même avis de se dire, si on veut avancer plus vite, ça va aussi avancer parce que nos clients s'y mettent et qu'il faut qu'on les accompagne dans cette transformation et qu'on y aille ensemble. Donc mon métier aujourd'hui, c'est
en m'appuyant sur les transformations qu'on a pu faire en interne et qui permettent de transformer nos différents processus, de nous engager sur de nouveaux modèles pour tout ce qui est énergétique, tout ce qui est notre flotte de véhicules, etc. Maintenant, d'aller voir nos clients et de travailler avec eux en disant comment chez vous, on peut améliorer aussi notre impact, alors à travers notre produit, à travers l'impact de nos services, mais surtout comment on va entraîner vos collaborateurs qui sont les utilisateurs du système d'information pour que l'impact soit positif chez vous aussi. Donc mon métier, c'est ça, c'est de penser les offres telles qu'elles existent aujourd'hui ou de les repenser, d'aller chercher les ressources auprès de nos différentes parties prenantes internes, parce qu'il y a beaucoup de connaissances en interne, mais aussi chez nos clients, ce qu'ils sont prêts à faire, et puis échanger avec eux pour transformer nos offres et donc réfléchir le modèle économique qui va avec et la façon de produire. Et pour finir, bon, on vous l'a présenté, et puis vous le voyez souvent avec Rupture. J'avais dit que je lui ferais la blague, une petite blague. J'avais envie de dire, voilà, pour finir les présentations, je reviens vers Charles. Charles qu'on voit toujours comme président de l'association chez Rupture, mais en fait, Charles, il fait aussi autre chose à côté, en fait. Alors peut-être, oui. Et il fait beaucoup de choses, en fait, à côté. Donc c'était important aussi pour moi, j'avoue, de faire voir que la création de Rupture aussi, ça tient à des entrepreneurs. Et donc, Charles, ce soir, tu es là, mais en tant que chef d'entreprise, et de nous dire qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien? Je ne sais pas. Non, je suis chef d'entreprise effectivement depuis 11 ans. Donc j'ai commencé sur le tard, parce que je vais avoir 50 ans dans un mois. Et ma première boîte, donc c'est un bureau d'études, on fait de la gestion de projet dans le monde industriel, beaucoup dans le monde du transport ferroviaire, enfin transport public en général, les énergies et la défense. Et on fait aussi de la création de produits propres et de plus en plus de développement commercial, technique, etc. autour de tout ça. La deuxième boîte, donc c'est avec Marie, qu'on a associé maintenant sur la globalité du groupe, sur un cabinet RH. Donc Marie gère l'intégralité du cabinet, moi j'y mets juste les pieds pour balancer des blagues et je pars aussitôt. Donc en fait, je fais beaucoup de choses, mais avec beaucoup de monde. Donc en fait, heureusement, je ne suis pas tout seul dans tout ça. Et la troisième, vous avez pu le voir tout à l'heure, avec Karim, je crois qu'il est parti, il me semble. Ouais. Oui. Donc, qui est toujours salarié de DSO Développement. Et l'idée est venue de lui il y a 4 ans, la fameuse trottinette. Et on a construit au fur et à mesure le projet. Et c'est encore aujourd'hui porté par DSO. Et tout ça, c'est issu des réflexions que j'ai eues autour de l'environnement, autour des technologies que moi, je développe depuis des années. Je suis ingénieur matériaux, donc c'est toujours été des choses qui ont été imprégnées depuis 25 ans. Et effectivement, on s'est dit au bout d'un moment, on essaye d'inventer des produits pour nos clients, mais qu'on allait se le faire en vrai. Et donc, titiller un produit qui est somme toute beaucoup plus complexe qu'on imaginait, parce qu'il y a des normes de sécurité qu'on amène des gens, etc. Mais on arrive à la fin et les ventes commencent, donc ça se passe bien. Voilà. Et il y a eu d'autres activités. J'ai eu une époque jusqu'à 5 sociétés, mais il y en a 2 qui ont disparu. Donc, il n'y a pas que des réussites non plus. Je vous propose maintenant, en fait, comme je vous dis, ils se sont prêtés à un jeu. C'est le jeu que vous avez fait cet après-midi, c'est d'essayer de répondre au travers de leur quotidien à comment ils se questionnent, comment ils construisent en fait ces modèles économiques au travers des 9 fondements rupture. Alors, on ne va pas les passer les 9 les uns après les autres, mais au travers de questions clés qui y font référence. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là cet après-midi, voilà les 9 fondements clés qui sont affichés ici. Mais on va juste préciser, voilà, tout d'abord commencer avec quelques questions clés autour de certains fondements. Et je vais demander à nos 3 intervenants, plus Frédéric ensuite qui est en ligne, eh bien de nous dire concrètement, ça veut dire quoi. Et là, le premier des fondements, c'est l'impact environnemental, mais aussi associé au local, privilégier le local. Et je sais que ça, c'est une grande question, et puis c'est quelque chose qu'on entend beaucoup au quotidien. Environnement, local, le local, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment votre modèle comment vos modèles, répondent-ils, je vais y arriver, aux enjeux environnementaux? Comment ça passe par la création d'un nouveau service, un service numérique ou un nouveau produit?
L'environnement, bon, ben, Rupture s'est inscrit dans ce que j'avais au fond de moi et maintenant ça transpire dans toutes les activités commerciales, jusqu'à arrêter avec des clients qui ne sont pas en phase côté social ou environnement, jusqu'à faire des choix par rapport à notre nouveau bâtiment, où on a décidé avec Marie d'acheter une ancienne bâtisse dans un cœur de bourg pour ramener de la vie dans le bourg, rénover un ancien bâtiment aux normes environnementales et non plus prendre une nouvelle terre pour construire un nouveau bâtiment. Donc ça va dans tout ça en fait, jusqu'au mode de chauffage, jusqu'à nos achats, jusqu'aux voitures. Ça transpire en quotidien. Et c'est impossible qu'un de nos collaborateurs ou collaboratrices ne soit pas en phase avec ça, en fait. Donc, c'est un vrai critère de recrutement, c'est essentiel. Donc, aujourd'hui, on fait des choix commerciaux avec des clients. Donc, on a arrêté avec des gros clients début 2020. Pas de bol, 2 mois après, il y avait le confinement. Donc, c'était la mauvaise année pour faire ça, mais il faut le faire. Donc, on fait des choix. Et alors, Hélène, pour une entreprise comme Tipco, du numérique, c'est quoi l'impact environnemental et c'est quoi l'enjeu environnemental? L'enjeu environnemental, il est fort parce que vous savez que l'enjeu du numérique, il est important. Et puis, il y a un autre critère qu'on prend en compte, c'est que Tipco a 35 ans. On a dit tout à l'heure 2000 collaborateurs, on est présent à 90 points de présence en France. Donc, à chaque fois qu'on lance un projet, c'est aussi le penser dans la durée en se disant, il y a des choses qui vont prendre vite, puis il y a des choses qui vont mettre du temps, en fait. Voilà. Donc, l'enjeu environnemental, c'est plein de bonnes idées au départ. Donc, on a envie de dire des choses qu'on pensait être les bonnes, donc on a mis en place. Ça a été un des premiers marqueurs dans notre façon de délivrer le service. On est avant tout prestataire de service, on ne fabrique pas de matériel chez Tipco. Donc on s'est dit comment on se transforme nous, et donc ça a été, on fait beaucoup de gestes de proximité. Qui dit geste de proximité dit déplacement pour aller au plus proche de l'utilisateur. Et donc c'est une flotte de 650 véhicules. Donc une des premières décisions, ça a été de dire on passe aux véhicules électriques, en tout cas sur les véhicules légers, pour lesquels il y a suffisamment d'autonomie. Et l'énergie, on la fournit avec une énergie verte. Donc, on est en train de changer tous nos contrats. Il y a une première phase où on est passé sur un contrat d'énergie verte sur l'ensemble de nos sites. Et là, on est en train de sélectionner encore un peu plus fort le prestataire vers lequel on va basculer l'année prochaine pour qu'on soit sur une vraie énergie verte, pour faire simple. Et puis après, c'est dire qu'avec nos clients, c'est de mesurer en fait d'où il vient cet impact. Donc on a fait un bilan carbone de nos activités et puis le bilan carbone d'une de nos activités. Et finalement, on a eu quelques surprises parce qu'on pensait savoir et on ne savait pas tout. Voilà. Donc c'est aussi de tout le temps aller chercher la connaissance. Et ce qu'on pressentait, c'est que le transport, par exemple, c'était quelque chose de très important. Et finalement, quand on fait de la maintenance, qui est un des métiers de Tipco, un des impacts positifs, c'est qui dit maintenance, dit faire durer. Donc c'est un métier qui est positif, mais il faut des pièces recyclées. Et finalement, versus le déplacement de nos techniciens, eh bien, le poids encore de la pièce neuve qu'on va utiliser pour réparer, il est important. Voilà. Donc il faut aussi qu'on travaille sur les pièces détachées. Et comme on a incité nos clients à faire comme on incite nos clients à faire durer leur matériel, à utiliser du matériel recyclé, et donc on a créé une offre autour de ça, maintenant c'est aussi de dire utiliser aussi des pièces détachées recyclées. Voilà. Donc c'est de trouver les filières, et puis c'est de convaincre les clients que oui, un poste recyclé, c'est un poste fiable, n'est-ce pas Stéphanie? Et puis voilà, je suis fournie par Tipco en poste recyclé. Et c'est de faire le travail qu'expliquait tout à l'heure Frédéric, c'est de travailler avec la chaîne, sur l'ensemble de la chaîne, donc c'est de trouver la filière qui recycle ou qui reconditionne des matériels. Et puis, cette filière, il faut l'alimenter. Donc, c'est aussi en bout de chaîne, bien travailler avec les clients pour que leur matériel ne parte pas en destruction, mais parte bien en réemploi et en revalorisation. Et donc, on a travaillé sur des offres en premier lieu là-dessus. En fait. Et est-ce que c'est facile, mais je reviendrai à cette question pour Frédéric aussi, parce qu'on en a parlé avec lui hier soir, est-ce que c'est facile de trouver des solutions pour réduire notre empreinte environnementale et en même temps privilégier ce local? Tu parlais de filière notamment. Et vous qui êtes une entreprise nationale aussi, je vais repasser à Patagonia après avec l'international, mais voilà, c'est presque dualité. On a l'impression qu'on va réduire notre empreinte en étant local, mais est-ce que c'est vraiment la solution?
en tout cas, c'est une quête. Et donc, quand on choisit des prestataires, pour rester sur l'exemple du réemploi, du recyclage, on a réaudité un certain nombre de partenaires cet été, alors sur des critères qui sont des critères métiers, la sécurité de la donnée, qui sont sur la capacité à réparer, donc ça reste du geste technique, mais aussi sur des critères environnementaux, donc quel est le taux de réemploi, le taux de recyclage, jusqu'où ils vont dans le recyclage, que deviennent les déchets ultimes. Donc voilà, ça c'est un certain nombre de critères, des critères sociaux, comment on intègre des personnes en situation d'éloignement de l'emploi ou en situation de handicap. Voilà, tout ça, c'est des critères de choix. Et puis après, c'est d'essayer de trouver des partenaires qui sont répartis sur le territoire pour que le matériel qu'on récupère chez notre client à Brest, il ne parte pas à Montpellier se faire recycler, mais qu'il soit plutôt traité au plus proche, voilà, avec les acteurs qui existent sur le marché. Est-ce que pour toi, Blandine, en tant que jeune créatrice, ces enjeux aussi de partenaires clés, de collaboration, c'est important pour répondre à cet enjeu de l'empreinte environnementale, de réduction de ton empreinte? Oui, alors du coup, c'est un gros sujet pour mon entreprise, puisque déjà, l'activité même de l'entreprise, c'est une activité de service où on travaille sur un produit déjà existant. Donc, on va dire qu'on limite au maximum notre impact. Par contre, il y a un vrai sujet sur le transport, puisque on a donc notre atelier qui est basé pour le moment en Vendée. Et pour nos clients particuliers, on reçoit des colis de toute la France pour leur réparation. Donc, c'est évidemment toujours bien moindre en termes d'empreinte carbone que de refabriquer un nouveau produit, de lui faire faire une fois et demie le tour de la Terre pour être reporté que quelques fois, puis être retraité, etc. Donc, ça reste minime, mais malgré tout, on peut faire beaucoup mieux. Et l'idée, c'est de transposer, en fait, d'autres ateliers dans le reste de la France, de manière à être cohérent jusqu'au bout et de pouvoir acheminer, en fait, les colis vers l'atelier le plus proche. Là, moi, ça fait un peu plus d'un an que l'atelier il est en Vendée. J'ai tout de suite envie d'en monter un autre. Je suis déjà en train de travailler sur l'ouverture d'un second atelier dans l'est de la France, du côté de Lyon. Mais voilà, ça reste encore à l'étude de POC, de tests. Et puis, c'est vraiment le temps qui est... Frédéric, qu'est-ce que ça vous inspire là, d'entendre ces trois acteurs qui travaillent plutôt en local, national ou régional sur la transformation de leur modèle? Quand c'est possible, je dirais, il faut absolument le faire. Si je fais le parallèle avec une entreprise internationale, pour nous, la problématique, elle est un peu différente puisque on a des lieux de production d'abord un peu partout dans le monde et chaque lieu de production est acheminé finalement vers l'ensemble des canaux. Ça va aux US, ça va au Japon, ça va en Europe, ça va un peu partout. Donc, quel que soit le site de production, finalement, le transport du produit va se faire dans un sens ou dans l'autre, mais il va se faire. Du coup, 93% de notre empreinte carbone était liée au produit lui-même et non pas à son acheminement, etc. Donc, on a plus de travail, à court terme, de bénéfices à aller travailler du côté de comment on le produit plutôt que où est-ce qu'on le produit. Voilà, on doit avoir 3000 références différentes dans la gamme. S'il fallait qu'on multiplie les sites de production pour une référence, une couleur, une taille, ça serait juste impossible, aujourd'hui en tout cas. Donc, pour nous, dans le cadre de notre modèle, ce n'est pas une priorité que de privilégier le local, parce que c'est juste impossible, sachant qu'en plus, on est sur certaines, si je prends l'exemple des vestes techniques ou des combinaisons de surf, sur des produits techniques qui ne peuvent pas être produits n'importe où. Il y a des savoir-faire qui existent parfois en Asie, qui n'existent pas ici en Europe, par exemple. Donc, vraiment, le local, ce n'est pas la priorité pour nous. Ça le deviendra peut-être un jour, mais voilà, on travaille plutôt sur ce qui est directement, ce qui ramène un intérêt carbone beaucoup plus important dans notre cadre. Après,
sur d'autres modèles, il est clair que le local est à privilégier et qu'on doit le faire chaque fois que c'est possible. Et donc, il y a des priorités que vous vous donnez par rapport aux questions que je vous ai posées là sur les 9 fondements. En fait, vous vous donnez des priorités. Donc, le conseil, je ne sais pas si c'est un conseil, mais peut-être que par rapport aussi à tous les échanges qu'il y a eu aux ateliers de cet après-midi sur les projets, euh, on a un jeu de questions clés, mais est-ce qu'on peut répondre à toutes ces questions clés et tous ces fondements en même temps, au même moment, à très court terme? Peut-être pas. Il faut, par rapport à son activité, je comprends, prioriser. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi, Hélène, Charles, Blandine? C'est clair qu'à un moment donné, il faut faire des choix. C'est difficile de mener tous les combats de front. Et moi, je dirais même que ça dépend aussi des clients à qui on s'adresse. Moi, j'ai l'exemple d'un client en tête pour qui cette notion de présence sur le territoire ou de local, c'est très, très important. Et on a mis en place un indicateur pour lui et du coup, on partage avec nos autres clients, mais pour lui dire, voilà, quand vous faites une demande à Tipco d'intervention sur un de vos sites, dans quel pourcentage de cas cette intervention est réalisée par un technicien du département ou du département limitrophe. Et donc, tous les 2 mois, parce que je suis en comité de pilotage avec ce client tous les 2 mois, je lui dis, voilà, sur les interventions que vous nous avez demandées sur cette période, il y a 80%, 90% des demandes qui ont été traitées par un technicien qui est rattaché à un site de votre département ou des départements limitrophes. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui répond à des demandes aussi. Voilà. Non, oui, il faut prioriser. Enfin, comme quand on gère une boîte, on sait qu'il faut prioriser. Autrement, à trop s'éparpiller, on n'arrivera jamais à rien. Et au final, ça ne fonctionnera pas. Je ne suis pas le bon exemple pour ça. Marie me regarde, je sens derrière. Non, je ne suis pas le bon exemple, donc non. Si j'avais priorisé, j'aurais jamais lancé mes petits copains Rupture à créer Rupture. Parce que je me serais focalisé sur mes boîtes pour continuer à les développer. Donc, des fois, il ne faut pas prioriser. Il faut peut-être laisser place à la créativité, à l'impulsion, donc aussi, de temps en temps. Oui, alors ça, j'entendais tout à l'heure Frédéric dire il y a aussi ce côté, les valeurs, quoi. Les valeurs, donc oui, priorité au business, au développement, mais peut-être aussi à un moment garder en ligne, faut être un peu fou aussi pour changer les modèles, non? Oui, ça c'est sûr, il ne faut pas réfléchir. Rupture a failli me faire plonger économiquement sur pas mal d'activités, mais il ne faut pas réfléchir aux conséquences. Alors, en prenant du recul, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pendant 1 an, Rupture m'a pris pratiquement 4 jours par semaine. Donc effectivement, il y a eu des conséquences derrière. Donc, il faut quand même faire attention. Il faut être assez solide pour lancer des choses qui prennent de l'ampleur, parce qu'on peut vite se faire embarquer. Mais après, oui, il faut tenter. Parce que qui ne tente rien n'a rien, c'est ce qu'on dit, je crois. Et je crois qu'à une certaine époque, il y en a qui sont partis en bateau vers un horizon qui paraissait tellement lointain pour aller à la découverte. Et je pense qu'aujourd'hui, une des plus belles aventures, c'est le monde économique, en fait. Et c'est réussir à le faire muter par rapport à tout ce qui va nous arriver dans les 20 ans qui arrivent. Et ça commence, je vois des gens dans l'éducation, ça commence dès les plus jeunes, en fait. Dès le collège, il faut qu'on leur apprenne que ce que nous, on a connu, ça va être différent. Donc, il faut qu'on leur apprenne à être différent. Est-ce que ça vous parle, Frédéric, ce que vient de dire Charles? Oui, complètement. Je crois que il ne faut pas avoir peur d'être précurseur. Ça a été notre cas, je vous le disais tout à l'heure, un moment où on parlait, moi j'ai le souvenir très personnel d'être dans des magasins et expliquer un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec des gens qui me regardaient en face avec des grands yeux écarquillés, à se dire mais quand est-ce qu'il va nous parler des produits? Et puis moi je leur parlais de la marque, nos engagements, ce qu'on faisait, les valeurs, etc. Bon, à l'époque, franchement, je dirais pas que ça emmerdait tout le monde, mais pas loin, quoi. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, si vous le faites, c'est pas moi qui est sur ces formations-là dans les magasins, mais mes collaborateurs, quand ils le font, on les écoute comme si c'était le Messie, parce que tout d'un coup, voilà, c'est rentré dans l'air du temps, etc. Mais cette position forte qu'on a aujourd'hui, qui fait qu'on est une marque demandée, suivie, leader, etc., elle s'est acquise, à un moment donné, ça n'a pas été le cas. Et elle s'est acquise parce que justement, on a su être précurseur, on a su changer, être dans la rupture pour aller dans votre sens et oser finalement aller à gauche quand tout le monde va à droite, quoi. Merci. Je vais passer parce que je vois le temps tourner, mais il y avait une thématique alors je ne sais pas si je peux revoir le PowerPoint,
il y avait une thématique qui est importante dans les fondements clés de rupture et je rebondis sur le fait d'être précurseur, mais aussi d'emmener les parties prenantes, mais aussi d'emmener les nouvelles générations. Et vous avez tous des beaux exemples à nous dire. On a deux fondements importants, enfin, trois fondements même, inspirants pour les jeunes générations, le transgénérationnel, multiculturel et favoriser l'inclusion. On construit, quoi, vous construisez les modèles économiques de demain dans une optique environnementale, mais c'est aussi un modèle sociétal en fait qui est en train de changer, ce que vous disiez, Frédéric. Alors comment on arrive en tant qu'acteur économique à envisager l'avenir en travaillant avec ou en écoutant aussi, en prenant en compte les visions des jeunes générations, des plus anciennes aussi, mais en fait, c'est ces nouveaux phénomènes ou ces nouveaux phénomènes de société qui arrivent et leur nouvelle vision. Comment vous faites ça au quotidien? Ça se fait avec de l'écoute. Pour notre part, c'était d'afficher une volonté, d'afficher une stratégie, une mission, une vision. Et puis, c'est vrai qu'il faut défricher. Hein. Au départ, on nous regarde avec des yeux un peu ronds en disant mais oui, mais on va pas gagner d'argent. On va se mettre en. On nous a dit et répété que la pérennité c'était une clé. Et comment on fait pour travailler sur ces trois piliers que sont l'économique, le social et l'environnemental? Comment on arrive à concilier les trois? Alors des fois ça tiraille parce que chacun n'a pas les mêmes objectifs, mais c'est la force d'une équipe, c'est de réussir à combiner avec les visions et les forces des uns et des autres. Donc certains vous ramènent des fois un peu plus vers le business et le REX, la rentabilité. D'autres, parce que vous avez commencé à évangéliser, comme disait Frédéric tout à l'heure, mais en fait, si on ne fait pas éco-responsable, ils nous le disent, voilà. Mais là, ce que tu fais, là, c'est pas bien. Bon, super. Donc, on y retravaille. Donc, et puis, des fois, ça va être plutôt sur l'aspect social, humain. Donc, c'est beaucoup d'écoute, c'est aussi de créer des temps spécifiques pour ça, en fait. Et puis, c'est de donner la main aux équipes. Et une fois qu'on a impulsé, c'est quand une équipe remonte une idée, c'est de la laisser aller au bout. Et je pense que c'est une grande force qu'on a chez TIPCO. J'ai un exemple en tête, là. On a un centre de service à Viey, donc à Pont-Saint-Martin, dans le 44. C'est l'équipe on a déménagé il y a 2 ans. On a aménagé dans ce nouveau site il y a 2 ans. Et en fait, il y a eu tout un travail avec l'équipe de production pour définir comment on allait organiser le site. Et ils ont pensé le site en ayant cette notion d'éco-responsabilité en tête. Donc, ils ont bien pensé tous les cheminements. C'est un site sur lequel on réceptionne du matériel, on le stocke, on le prépare pour des clients et on l'expédie après pour qu'il soit installé sur nos sites clients auprès de l'utilisateur. Et dernièrement, dans un de ces sites, ils se sont dit, mais c'est bête, on emballe tout le temps des PC, des imprimantes, etc. On utilise du plastique. Comment on peut faire autrement? Et à côté de ça, on jette des cartons à la benne parce que on n'en trouve pas d'utilité. Et donc, ils se sont renseignés et ils ont proposé en fait qu'on fasse l'acquisition d'une machine qui réutilise les cartons usagés qu'on ne peut plus réutiliser en emballage, qui les broie en gros morceaux. Là. Et en fait, on s'en sert comme élément de calage. Et comme ça, le carton a un cercle vertueux. On essaye de le récupérer au maximum aussi. Maintenant, c'est un des enjeux quand on l'a emmené chez le client, c'est qu'on puisse le récupérer derrière. Mais en tout cas, c'est de ne plus utiliser de plastique et on réutilise du carton. Et tout ça, c'est produit en local, puisque c'est une machine qui a été construite près de chez nous. Mais c'est surtout, elle est sur le site. Voilà. Et ça, c'est une idée des collaborateurs. Et bien sûr, on leur a demandé de faire une étude de faisabilité par rapport au risque, par rapport au risque humain, par rapport au risque pour les matériels économiques. Mais puisqu'ils ont prouvé que ça pouvait marcher, on a fait l'investissement. Et aujourd'hui, on est sur les retours d'expérience et à voir s'il va falloir multiplier la machine ou pas. Donc c'est ça, c'est donner la main en fait. Et aux jeunes aussi, c'est pas une question de génération, les idées elles viennent de tous. Transgénérationnel. Blandine, comment c'est pas une question de galon non plus d'ailleurs. Aussi. Tous ont des bonnes idées. Et Blandine, toi, au quotidien, parce que tu as une petite équipe, alors comment tu traites ce sujet? J'ai une petite équipe, on est seulement 4, donc, et depuis très récemment. Déjà, c'est d'avoir ouvert en fait, l'atelier à des jeunes, des très jeunes, puisque c'est des nanas qui ont 20-21 ans. Et puis, donc, ils sont déjà un peu sensibilisés aux sujets environnementaux et puis qui apportent en fait un œil neuf. Donc, ça, c'est toujours intéressant. C'est de faire, comme tu disais, faire participer tout le monde
dans l'organisation, par exemple, du travail, que ce soit pour que... Puisque, en fait, ce sont les seules à mieux savoir l'organisation qui est la plus adaptée pour elles, puisque c'est elles qui sont, voilà, qui font exactement. Donc, c'est aussi écouter ça, et c'est pas toujours quelqu'un en dehors de l'équipe qui peut dire non, non, mais c'est bon, j'ai réfléchi, c'est comme ça que c'est mieux. C'est vraiment d'écouter aussi dans le quotidien comment les gens utilisent les matériaux, comment ils se déplacent au sein de l'atelier, comment, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et tu ressens que les jeunes que tu accueilles sont sensibles à ce sujet? Oui, et donc c'est aussi évidemment forcément un critère de choix. C'est si déjà dès le départ on n'est pas raccord sur ce sujet qui est finalement le grand sujet de l'entreprise, on va avoir du mal à travailler ensemble. Donc ouais, pour moi c'est la base du sujet, et au-delà d'être technique, parce qu'en fait la technique elle s'apprend, alors que j'ai pas le mot, mais la sensibilité, merci, elle est soit innée, soit elle se développe un peu plus tard, et voilà. Mais en tout cas, si on a ça dès le départ, bon, c'est déjà plus facile. Frédéric, vous, chez Patagonia? Alors déjà, juste une note sur le côté collaboratif. Il est clair que c'est quelque chose d'essentiel pour nous à la base. C'est-à-dire que pour colporter des valeurs, les faire transpirer à tous les niveaux dans l'organisation et en dehors de l'organisation, je veux dire, le collaboratif est essentiel. Charles tout à l'heure parlait des recrutements dans lesquels on prenait en compte certaines valeurs, des sensibilités, etc. Bon, ça, évidemment, chez nous, ça fait partie des critères de recrutement aussi, mais c'est aussi ce qui fait qu'on trouve des profils qui viennent chercher Patagonia avant même de chercher un poste. Ils ont envie de travailler pour une marque comme Patagonia parce que justement, elle véhicule ses valeurs, etc. Donc, et ça, c'est vrai donc en interne auprès des collaborateurs, c'est vrai en externe. On collabore énormément sur les projets avec les NGO, les associations, entre guillemets, qu'on subventionne, et d'autres d'ailleurs. On a toute une espèce de communauté avec laquelle on échange pour justement enrichir un peu nos réflexions. Et puis après et puis aussi nos clients. Je voulais aussi dire, nos clients, ça fait partie des sujets qu'on aborde avec nos clients, et on n'a pas une relation avec nos clients qui est juste je te vends, tu achètes, mais qui va bien au-delà. Qui va bien au-delà à bien des égards d'ailleurs. Aujourd'hui, on va même jusqu'à passer au crible un peu l'ensemble de nos clients, on les catégorise et on essaie de comprendre finalement ce qu'on y trouve et quels sont ceux de nos clients qui correspondent à nos valeurs, ceux qui correspondent moins à nos valeurs, et pour finalement faire des choix en action limitée, capacité de croissance limitée, c'est-à-dire qu'en gros le marché pourrait nous faire progresser. Oui, on est coupé? Non, c'est bon. D'accord. Je disais que le marché, pour nous, en tout cas pour une marque comme nous aujourd'hui, peut nous permettre de progresser à des taux de croissance importants. On est limité dans notre production. En partie, on est limité dans la production, donc on limite notre croissance, et derrière, ça nous permet de choisir finalement ceux avec lesquels on souhaite se développer et ceux qui partagent nos valeurs, et donc d'accélérer finalement le mouvement et de collaborer avec les clients avec lesquels on veut travailler. Et enfin, pour finir sur un autre aspect de la question qui était finalement la diversité, l'inclusion, etc. C'était pas quelque chose dont on parlait énormément jusqu'à il y a 2 ans en arrière. En gros, nous on est une boîte américaine à la base. L'affaire George Floyd, elle a eu grand bruit. Alors chez nous ici en Europe, mais surtout aux US. Et ça a déclenché pas mal de réflexions sur la question. Même, c'est devenu un petit peu au centre de toutes les discussions aujourd'hui, au-delà de l'environnemental, pour justement garantir à tous les échelons de l'entreprise le fait qu'on intègre cette diversité, beaucoup plus encore qu'on le faisait, que ce soit dans les collaborateurs, mais aussi finalement dans les communications qu'on peut avoir. On se rend compte que le monde de l'outdoor dans lequel on évolue, et ça c'est pas propre à Patagonia mais plus global, quand vous voyez une pub d'un grimpeur ou d'un skieur, etc., vous verrez rarement vous verrez souvent une personne blanche, masculine, etc. Voilà. Et donc, sur le plan masculin-féminin, je dirais que là-dessus, on était déjà plutôt bon élève, en ce sens qu'il y a une très grande diversité et un équilibre
assez naturel. Sur le plan racial, etc., je pense qu'on avait encore, il y a du chemin à faire. Et donc, cette prise de conscience-là, elle s'est faite il y a 2 ans et elle est en train de s'accélérer. Il y a vraiment beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre dans l'organisation pour mettre ça au devant de nos préoccupations et dans nos priorités. Je vous propose qu'on faire une petite question de fin qu'on conclue en fait ensemble. Merci Frédéric en tout cas pour cet éclairage. On voit bien que environnement en fait c'est aussi une mutation sociale en fait. Hein. Il y a des changements importants qui vont arriver. Moi la question que j'ai envie de vous poser pour conclure c'est alors j'ai entendu Charles dès le début nous dire c'est possible en fait. C'est possible de créer ou de transformer nos modèles et il faut qu'on y aille. Mais pour tout acteur économique, l'enjeu, il est aussi de pérenniser ses activités, de rendre viable son modèle. Donc, associer viabilité économique et contribution au bien commun, qui est un de nos fondements chez Rupture, est-ce que c'est possible? Comment vous vivez cette dualité, s'il y en a une, hein, mais comment vous vivez cette dualité en tant qu'entreprise, chef d'entreprise ou acteur économique au quotidien? Je sais pas. Ce qui est sûr, nous, on a des boîtes qui gagnent de l'argent, sauf une l'année dernière, mais avec le Covid qui est passé par là. Mais on gagne de l'argent. Il faut en gagner pour pouvoir arriver à impacter. Mais on veut pas devenir des gigantesques. On maîtrise exactement ce que l'on veut faire avec nos clients. On prend pas des commandes qu'on saura pas faire. Enfin, on maîtrise ce truc-là. Mais moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Donc, ça, opposer écologie et gagner de l'argent, c'est un non-sens complet. Et ça, faut le laisser aux partisans qui vont militer, etc., sur des choses qui deviennent trop extrêmes. Il faut continuer en fait à avoir des modèles économiques qui vont gagner de l'argent. Mais la rentabilité, quand je dis gagner de l'argent, la rentabilité, elle n'est pas que financière en fait. Et gagner de l'argent, il faut savoir la partager, il faut savoir la transférer à des assos qui font le job en plus des entreprises. Et il faut surtout avoir un modèle économique vertueux. Bon, je ne repasse pas sur les 9 fondements que vous avez vus tout l'après-midi. Il faut que nos modèles en fait soient appuyés sur ces principes-là. Il faut que les entreprises soient rentables socialement aussi. Donc, il faut absolument qu'on arrive à valoriser nos équipes, mais vraiment les valoriser. Pas faire un dossier RSE qu'on va remettre une fois par an. On va vraiment faire des belles actions qui vont mettre en valeur les gens, les mettre au cœur du système et leur demander en fait pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont envie de faire demain. Et si à l'unanimité, il y a un pan d'activité qu'on doit supprimer parce que personne n'a envie de le faire, ben on le supprime. Et ça, faut prendre des grandes décisions comme ça en fait. Et c'est comme ça qu'on arrivera à driver les boîtes. Donc, on parle d'entreprise à mission aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est entreprise à mission, ce que je suis en train de décrire, mais ça va au-delà du job qu'on propose, que l'on facture en chaque fin de mois. Hélène, toi, modèle économique et bien commun, cette dualité, tu en as une, hein, comme je dis. Oui, je pense que c'est la question du sens que l'on donne à l'entreprise. On a parlé de mission, mais c'est proche. Après, ça touche aussi au un ressenti très personnel de chacun. Donc moi, j'ai le mien, pas forcément celui qui est partagé par chaque individu dans l'entreprise, mais je pense qu'on se retrouve tous autour d'une quête commune, en fait, à travers cette transformation de notre modèle et cette décision de dire, TIBCO, notre mission, c'est d'aller vers un numérique durable. Et il y a un mot qui est fort chez nous depuis très longtemps, c'est la pérennité. Donc, les fondateurs qui sont toujours là aujourd'hui, ils n'ont pas créé l'entreprise pour un temps court. Là, ils l'ont pensé sur un temps long. Et qui dit pérennité, dit aussi un environnement dans lequel il faut qu'on s'inscrive. Et j'ai envie de dire c'est implicite, mais c'est pas juste du cash à la fin de l'exercice. Et pour nous, ça prend un autre sens chez Tibco. On s'est engagé dans une démarche de comptabilité en triple capital, parce que c'est aussi ça que ça veut dire, c'est que la valeur dégagée par l'entreprise, elle n'est pas uniquement financière, elle est aussi environnementale, naturelle. Et on a un capital naturel à préserver si on veut durer et si on veut continuer à attirer des clients et des collaborateurs, et puis juste cette belle expérience ensemble, voilà, cette belle aventure. Et puis elle est aussi sociale, c'est prendre soin des humains. Voilà. Donc voilà, c'est un peu peut-être confus ma réponse, mais il n'y a pas de
n'y a pas d'impossibilité à faire les deux, voire les trois en même temps. Et c'est plutôt une belle quête qui nous donne beaucoup d'énergie, en fait, que de la mener. Blandine, toi, modèle économique, justement en création en plus. Ouais. Modèle économique versus bien commun. Modèle économique versus bien commun, et je rajouterais collaboratif, parce que je pense que pour que le modèle économique il puisse être viable, il faut que en fait, tous les acteurs autour puissent s'engager et aider à pérenniser le modèle, faire qu'il fonctionne. Si on n'a pas de clients, voilà, il n'y a pas de modèle, même si le service ou le produit est formidable. Mais donc c'est ça. Et donc donc pour que ce modèle puisse exister, ça veut dire aussi que les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ont un rôle à jouer aussi dans leur changement dans leurs habitudes, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, d'accompagner ou d'accompagner, de sensibiliser, mais que tout le monde aille dans le même sens. Parce que c'est des nouveaux modèles économiques. Et en fait, sans ça, ça reste fragile. Alors, je vais laisser mais c'est possible. Le mot de fin sur cet échange à Frédéric. Frédéric, modèle économique versus bien commun. Ouais, vaste question. En fait, je pense que il faut être conscient d'une chose, c'est que le consommateur aujourd'hui, il évolue vite. Et il a acheté il y a quelques années un produit ou un service. Aujourd'hui, il cherche à s'identifier à une image, à une marque, à des valeurs. Et que ça, on doit tous l'avoir en tête parce que c'est essentiel. C'est ce changement-là qui fait que de toute façon, l'un alimente l'autre d'une certaine manière. C'est-à-dire que chez nous, en tout cas, on les a jamais opposés. On s'est toujours dit on doit être rentable et parce que cette rentabilité, c'est elle aussi qui va donner à d'autres l'envie de nous suivre dans cette direction. Si vous avez de belles valeurs, de belles idées et que vous avez un super discours, mais que derrière votre modèle ne génère pas de profit ou de chiffre d'affaires, surtout de profit, vous n'allez séduire personne avec ce discours-là. Or, une de nos missions, c'est d'inspirer, c'est d'amener, toujours été un leitmotiv que de garantir cette rentabilité, cette profitabilité. Et des fois, c'était par le fait d'avoir des prix supérieurs, on en a parlé tout à l'heure, à ce que peut-être était un prix moyen sur le marché et d'accepter d'être plus cher, de vendre son produit plus cher, mais de vanter finalement les qualités, les mérites, sa différence, tout le travail qui est fait pour le rendre mieux, et plutôt que tirer vers le bas. Donc, il faut tirer vers le haut et amener les autres à nous suivre dans cette direction-là. Il y a pas mal de bénéfices finalement à réussir à gérer les deux de front, parce qu'on se rend compte que vous avez besoin de recruter des talents, vous avez pour ça d'avoir une marque finalement qui est génératrice de sens. Et aujourd'hui, le sens, c'est ce que tout le monde cherche dans son boulot, plus que je dirais qu'un job. On cherche à donner du sens à sa carrière professionnelle, à ce qu'on fait au quotidien, etc. Surtout pour les nouvelles générations, c'est quelque chose d'essentiel. On voit vraiment la mutation sur ces 10 dernières années. Pour moi, elle est très, très forte. Et ça, c'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous permet, quand nous, on publie un poste et qu'on recrute, ça nous permet vraiment de choisir la crème de la crème, d'aller choisir les talents. Et ça, ça fait partie des bénéfices, mais qu'on ne voit pas et qui pourtant sont importants. Voilà, et juste pour finir sur la taille, il ne faut pas forcément, de notre point de vue en tout cas, se focaliser sur la taille. Chez nous, ça a toujours été un peu une dualité, se dire, surtout aujourd'hui où on est un peu victime de notre succès et où on se laisse emmener. Et régulièrement, on a cette question de se dire, mais finalement, dans quelle mesure on doit continuer à croître, etc. C'est un vrai dilemme pour le fondateur. Et du coup, on réussit, à gérer la croissance en se disant que chaque produit qu'on vend finalement est plus propre qu'un produit concurrent d'une certaine manière, et donc on se rassure par rapport à ça, mais ça reste quand même une vraie problématique. Et en tout cas, tout est fait pour essayer de maîtriser et de régler avant tout les questions de la qualité de nos produits et de leur
on va dire, de leur aspect le plus raisonnable et respectueux de l'environnement. C'est avant tout ça qui est mis dans le focus plus que la taille et le reste. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, pour cet échange. Je vous propose, parce que je vais à leur tourner, s'il y a quelques questions. Tout à l'heure, en fait, l'idée, c'était de dire, par rapport à Patagonia, l'idée que vous n'ayez pas un placement marché forcément à un prix des plus abordables et ainsi de suite. Mais finalement, on voit aussi qu'un certain nombre de vos concurrents ont des gammes de prix un peu similaires à vous pour des produits dans les mêmes applications. Donc, ma question, elle est de se dire, bon, on l'a tous dit, il faut qu'on gagne de l'argent, donc vous faites de la marge et vous êtes confortable pour pouvoir faire toutes les actions que vous faites à gauche et à droite, de pouvoir mieux payer vos agriculteurs et tout ce qui va avec. Comment est-ce que vous arrivez ou pas peut-être, à emmener les autres comme ça, qui sont sur des positionnements un peu similaires, de vraiment inspirer, parce que c'est un peu le fond de votre idée, de vraiment réussir à les inspirer et à avoir vraiment une influence sur le reste de l'industrie. On le voit dans d'autres domaines où il y a des leaders qui arrivent à pousser les uns et les autres à les suivre. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dedans et est-ce que vous avez des exemples éventuellement d'autres marques qui vous ont suivi dans votre démarche? Oui, bien sûr. Bonne question. Ouais. Alors oui, surtout aujourd'hui, je dirais que sur les 10 dernières années, ça s'est accéléré. Alors d'une part parce que peut-être on en a inspiré certaines, mais aussi parce que le marché a évolué et que tout le monde prend conscience aussi de la réalité du marché aujourd'hui, c'est que je me fais du souci pour ceux qui n'intègrent pas dans leur production, dans leur fabrication, les différents éléments auxquels le consommateur aujourd'hui est attentif. Il demande des comptes de plus en plus et demain, ce sera encore plus le cas. Donc, d'une part parce que nous, on a peut-être ouvert un petit peu la porte à ça. Les marques ont commencé à s'y intéresser, mais aujourd'hui sur le marché, donc vous avez raison, s'il y avait une énorme différence de prix dans les années 2000, on va dire début des années 2000, moi je me souviens avoir vendu des produits assez chers par rapport à ce qu'on pouvait retrouver sur le marché. Aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est plutôt très proche. Et aussi parce que les marques ont avancé. Certaines ont des initiatives qui sont intéressantes. Je pense sur certains sujets, des fois même on peut s'inspirer de certaines choses que font certaines marques. On est, on va dire, plus avancé sur beaucoup de points, mais je pense notamment à un point, je pense à Picture sur le plan des sacs, des polybags. On livre nos produits parce qu'ils viennent d'un peu partout dans le monde. Ils sont livrés en polybag. Picture a trouvé une solution sur un certain nombre de produits pour livrer des produits sans polybag. Bon, ça fait partie des choses qu'on échange avec eux d'ailleurs aussi. Et on voit par rapport à leurs problématiques, les nôtres, comment on peut les uns les autres finalement s'entraider et s'inspirer. Pour cela, une des choses qu'on fait, moi je fais partie par exemple d'une sorte de collectif qui est présent sur Annecy et qui rassemble 500 entreprises de l'outdoor qui s'appelle Outdoor Sports Valley. Et ça fait partie un peu des cercles dans lesquels on échange sur les meilleures pratiques, sur ce qu'on peut faire, etc. Et c'est un des biais qui nous est proposé pour aussi enrichir la réflexion et amener certaines marques à soit des marques existantes, mais aussi des marques nouvelles. Il y a pas mal de startups dans ces 500 entreprises-là qui sont là, parce qu'on a même un incubateur, etc. Et on essaie de distiller toutes ces idées pour que dès le début, dans l'ADN de l'entreprise et dans sa création, elle intègre ces éléments-là. Et pour celles qui sont existantes, elles perçoivent bien qu'il leur faut évoluer, et deux, on les encourage. Et le succès de Patagonia aujourd'hui, je dirais que c'est un peu ce qui finit de les convaincre, quoi. Si elles avaient des doutes, elles se disent mais attends, dans des situations comme ces 2 dernières années, avec tout je veux dire, le marché des magasins qui ferment, avec toutes les difficultés auxquelles on a pu faire face, malgré tout la marque continue à avancer, ça continue à séduire, etc. Donc ils voient bien qu'il y a là un élément qu'ils ne peuvent pas ignorer et qu'il leur faut appréhender. Je crois que c'est vraiment ce qui s'accélère, cette prise de conscience-là, elle s'accélère, et puis voilà, on va continuer à essayer d'y participer. Merci Frédéric. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on a atteint vraiment l'heure. Et je pense qu'en plus, ça a peut-être suscité plein de réflexions. Et je pense que ça serait intéressant que vous puissiez quand même avoir un temps pour échanger entre vous. Donc Frédéric, merci beaucoup pour votre intervention, même à distance. Écoutez, merci à vous tous. Et puis bonne soirée. J'aurais bien aimé être là, mais voilà, écoutez, profitez. Et puis à une prochaine fois, j'espère.